Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 59e épisode d'une semaine en comics. Un épisode dans lequel on va donc passer en revue quelques-unes des sorties de cette semaine, la dernière semaine de sortie avant la trêve estivale. Et c'était une très grosse semaine, principalement à cause de Panini qui a quand même réussi à sortir 26 titres cette semaine. C'est délirant. Alors, ok, plus de la moitié de ces titres est consacré à Deadpool et à Wolverine pour cause de sorties ciné, mais quand même, quand tu es libraire, comment tu traites 26 nouveaux titres? Comment est-ce que tu les mets en valeur? Comment est-ce que tu les mets en avant? Sachant qu'en plus, une bonne partie des librairies ont déjà tendance à réduire la place consacrée aux comics pour cause de méventes. Tout ça n'a aucun sens. Alors, bon, dans tout ce déferlement, j'ai quand même extrait deux titres Panini. Le premier, c'est Deadpool contre X-Force, qui est sorti dans la collection Deadpool à 4,99€, que Panini publie pour accompagner la sortie du nouveau film. Alors, pour commencer, deux mots sur cette collection. Les 9 titres au programme sont donc vendus à 4,99€, mais attention, il s'agit donc de petits formats. C'est du 15 par 23 cm, et c'est du souple. Il me semble que c'est la première fois que Panini sort une collection à petit prix dans ce format. Alors, en même temps, j'ai l'impression que leurs précédentes collections à petit prix se sont pas du tout vendues. J'ai vu pas mal de titres remis en vente à, je crois, 3€. Et en kiosque, j'ai aussi vu que ils en vendent aussi 2 par 2 sous blister à 8,99€. Bref, j'ai l'impression que Panini se retrouve avec des tonnes d'invendus qu'ils essaient d'écouler comme ils peuvent. Alors, revenons à notre collection Deadpool. C'est pas franchement quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'ai pas un amour immodéré pour le personnage. Celui-ci, c'est à peu près le seul qui m'intéressait, essentiellement parce qu'il est dessiné par Pepe Larraz. Et aussi un petit peu parce qu'il est écrit par Duane Swierczynski, qui est un écrivain de polar plutôt sympatoche, et qui écrit des comics de temps en temps. Mais surtout, quand même, et avant tout, parce qu'il est dessiné par Pepe Larraz. D'ailleurs, à ce propos, bravo encore une fois à Panini, qui a fait toute sa com sur ce titre en annonçant Shane Davis au dessin. Non, pas du tout, je sais même pas d'où ça sort. C'est bien Pepe Larraz qui dessine cette mini-série. Alors la mini-série en question, elle date de 2014. À l'époque, Pepe Larraz, il a déjà quelques années chez Marvel derrière lui. Il a commencé grosso modo vers 2010. Il a un peu bossé sur Spider-Man, sur Captain America. Il a surtout bossé sur Thor avec Matt Fraction au scénario. Et il est quand même déjà très bon. Il n'est pas encore aussi bon que le niveau qu'il a atteint ces dernières années sur X-Men ou même sur Big Game, la dernière série en date de Mark Millar. Mais il est quand même déjà très bon. Et en plus, il se trouve que le scénario de cette mini est plutôt sympa. Il s'agit en fait de la toute première rencontre entre Deadpool et X-Force, qui d'ailleurs n'existe même pas encore à ce moment-là. Cette histoire en fait se passe avant la toute première apparition de Deadpool dans New Mutants 98. Comment c'est possible ? En fait, on va assister à une course-poursuite à travers le temps, où Deadpool tente de réécrire l'histoire, et Cable et quelques futurs membres d'X-Force vont tenter de l'empêcher de faire trop de dégâts. Et ça donne un truc plutôt fun. En fait, Duane Swierczynski joue plutôt bien avec les paradoxes temporels, et comment on peut s'amuser à foutre le bordel dans la continuité temporelle. Du coup, dans l'histoire, on peut basculer brusquement dans une uchronie steampunk, et puis on va revisiter quelques moments clés de l'histoire américaine.
Parmi les trucs plutôt marrants, on a une scène avec Hitler, hein. C'est quand même, c'est un peu la tarte à la crème du voyage temporel, c'est la fameuse question, si tu pouvais revenir dans le passé, est-ce que tu tuerais Hitler pour empêcher tout ce qui a suivi ? Et ben là, Swerzinski, il joue avec cette idée et il la met en scène de manière assez marrante. En fait, la séquence la plus drôle de toute la mini-série, c'est la toute dernière page. Donc là, si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à faire un saut d'1 minute dans la vidéo, parce que je vais vous montrer la dernière page en question, donc ne restez que si vous n'avez aucune intention de lire cette mini-série. Et donc, la dernière page, c'est pas Pepe Larraz au dessin, c'est Rob Liefeld. C'est en fait la séquence de la première apparition de Deadpool dans New Mutants 98, mais Duane Swerzinski, il en a réécrit les dialogues, et du coup, la toute dernière réplique de Deadpool, ça devient « Fuis Nathan, fuis, on est coincé dans New Mutants 98, ça craint, où sont mes pieds ?» Où sont mes pieds ? J'espère que les fans de Liefeld apprécieront autant que moi cette dernière vanne. Donc, ouais, mini-série très sympa, très jolie, même si c'est pas le format idéal pour apprécier les planches de Pepe Larraz. Ça reste une bonne lecture, et à 4,99€, ça va, on a 1% d'argent. L'autre nouveauté Panini de la semaine, en ce qui me concerne, c'est le 2e tome de la nouvelle série Conan, par Jim Zub et Doug Braithwaite. Alors, oui, c'est pas Roberto de la Torre au dessin comme sur le tome précédent. Cette fois, c'est Doug Braithwaite. Alors en fait, de la Torre et Braithwaite bossent à tour de rôle sur la série. De la Torre a donc fait les 4 premiers épisodes. Braithwaite fait les 4 suivants qu'on retrouve ici. De la Torre est de retour sur les épisodes 9 à 12. Et Braithwaite est annoncé sur les numéros 13 à 16 qui sont pas encore parus aux États-Unis. Au scénario, par contre, ça reste évidemment Jim Zub. Et d'ailleurs, ce deuxième arc fait en partie suite au premier. Disons que on retrouve au centre de l'intrigue un élément qui était déjà présent dans le premier arc. Et pourtant, l'action se déroule plusieurs années après l'arc précédent. Là, dans la chronologie interne de Conan, on est juste après la mort de Belit, la pirate avec laquelle Conan a vécu quelques aventures. Belit, c'est un personnage que Robert Howard avait créé dans la nouvelle La Reine de la Côte Noire, et que Roy Thomas avait pas mal mis en avant à l'époque où il s'occupait de Conan chez Marvel, et qui, du coup, a pris à travers les comics davantage de place et d'importance dans l'histoire de Conan qu'elle en avait sous la plume de Robert Howard. Et donc, là, on retrouve Conan après la mort de Belit, et il passe l'essentiel de son temps à noyer son chagrin dans l'alcool. Mais il lui arrive aussi de bosser pour une guilde de voleurs qui s'est appelée les Chasseurs de Gloire, et à qui il file de temps en temps un coup de main, histoire de payer ses ardoises dans les tavernes locales. Et dans cette histoire, lui et quelques membres de la guilde vont devoir s'introduire dans un temple consacré au dieu Bel, un endroit pas franchement recommandé, vu que Jim Zub nous présente sa religion comme étant fondée sur le crime et la mort. Et effectivement, rien que la manière dont Conan et ses acolytes vont s'introduire dans le temple, ça situe assez bien l'horreur qui se cache derrière ces murs. On va donc avoir droit à un déroulement assez classique, les voleurs qui s'introduisent dans le temple, qui trouvent l'artefact dont ils sont venus s'emparer. Ils se rendent compte que c'est pas exactement ce à quoi ils s'attendaient, et ils vont en subir les conséquences jusqu'à la fin du récit. Un récit qui d'ailleurs se termine sur un cliffhanger, la suite au prochain tome,
Bon, qui est d'ailleurs déjà annoncé par Panini pour novembre prochain, donc ça va, l'attente sera pas trop longue. Tout ça est très classique, mais plutôt efficace, et surtout quand même assez brutal dans la forme. Les planches de Doug Braithwaite, elles n'ont pas l'élégance de celles de Roberto de la Torre. Par contre, elles sont, je trouve, plus dynamiques, et l'action est quand même beaucoup plus sanglante. Ça, les membres tranchés, les visages écrasés et les tripes à l'air, ça manque pas. On est même plutôt là dans la surenchère. Mais bon, en ce qui me concerne, ça fonctionne. Il y a rien de vraiment novateur ici, mais je trouve que c'est du bon Conan. Ça sent fort quand même le sang et la sueur. Ça a de la gueule, donc voilà, moi ça me va. Ce deuxième tome fait donc 96 pages, format habituel 17 par 26 cm. La traduction, elle est signée Corinne Davier, et le bouquin est au prix de 16€. C'est tout pour Panini en ce qui me concerne, quoique, alors il y a un titre sur lequel j'hésite, je sais pas si je vais le prendre ou pas, c'est l'Omnibus Spider-Man par Erik Larsen. C'est une période que j'aime bien, et surtout, j'adore Erik Larsen, même si sur ces épisodes, en tout cas sur la première moitié de cet omnibus, il se coule dans le moule de Todd McFarlane qui dessinait le titre juste avant lui, mais ça reste quand même une très bonne prestation. C'est des épisodes que j'ai lus dans Strange à l'époque, et puis une partie aussi en singles VO. Mais j'avoue que je me referais bien la totale aujourd'hui. Par contre, je me tâte encore pour savoir si je prends cette édition VF ou si j'attends la réédition en VO qui est annoncée pour le mois de septembre. Alors, un truc qui me fait hésiter en particulier, c'est évidemment la traduction sur la VF. Alors, j'ai posé la question ce matin sur la chaîne de Max Faraday, dans les commentaires de sa dernière vidéo. Merci à Batspawn qui a confirmé en partie mes craintes, vu que on a notamment du Sophie Viévard et du Laurence Bélingard. Alors, il y a aussi du Benjamin Viette et du Jérôme Wilkie, donc là, a priori, je suis moins inquiet. Et puis, sur Laurence Bélingard, sur les trucs des années 80, il me semble quand même qu'elle s'en sort moins mal que sur des choses récentes. Là, je suis en train de lire les Avengers période Roger Stern, qu'elle a traduit. Ça va, il n'y a rien qui m'a fait hurler, donc, en tout cas pour l'instant. Donc, voilà, je sais pas, j'hésite. Après, une autre option possible pour lire ces épisodes, en tout cas une partie d'entre eux, c'est l'Epic Collection que Marvel vient de ressortir pile poil cette semaine, Return of the Sinister Six, qui était plus dispo depuis les plombes, et qui contient Amazing Spider-Man 334 à 350. Donc, grosso modo, la moitié des épisodes au sommaire de l'Omnibus. Il manque les débuts d'Erik Larsen sur la série. Il manque aussi et surtout ces épisodes sur la série Spider-Man, après le départ de McFarlane, où là, pour le coup, c'est du pur Larsen. Par contre, en contrepartie, dans cette Epic Collection, on a le graphic novel de Charles Vess, Spirits of the Earth. Donc, c'est une autre solution. Je pense quand même que je vais plutôt opter pour l'Omnibus. Mais est-ce que je vais réussir à patienter jusqu'en septembre pour la VO ? Réponse dans les prochaines semaines. Dernière nouveauté de la semaine en ce qui me concerne, c'est le deuxième et dernier tome de Damn Them All par Simon Spurrier et Charlie Adlard, sorti chez Delcourt. Alors j'avais déjà dit tout le bien que je pensais de la première moitié,
et ben la suite et la fin, elle m'a pas déçu. Alors, le récit est un poil bordélique, ça part un petit peu dans tous les sens. On a des protagonistes qu'on perd de vue pendant plusieurs dizaines de pages avant qu'ils redébarquent brusquement dans le récit. Et puis bon, Simon Spurrier, il est quand même obligé de jongler avec tout un tas de concepts qu'il a créés pour cette série autour de la magie et de comment tout ça fonctionne. C'est pas toujours très clair, mais globalement, même si à la première lecture, j'avoue que j'ai pas tout saisi, ça reste quand même une chouette lecture. Et là, j'avoue que j'ai quand même assez envie de me reprendre les 2 tomes et de me relire tout ça d'une traite, tranquillou, pour vraiment me replonger dedans et puis remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et j'en ferai peut-être une vidéo dédiée, je verrai ça quand je serai en vacances. Globalement, j'ai pas trouvé ça aussi réussi que les épisodes de Hellblazer qu'avait écrit Spencer, et qui est, à mon avis, ce qu'il a fait de mieux, tout genre confondu, mais ça reste quand même d'un bon niveau. Spurrier, il parle ici aussi pas mal de politique, de la politique anglaise en premier lieu, avec un discours très critique sur le parlementarisme britannique, mais c'est un thème qui est moins central que dans Hellblazer, et c'est un sujet qui est essentiellement abordé dans la dernière partie du récit. Après, les principales qualités de ce récit, ça reste ses personnages, et en premier lieu, évidemment, son héroïne, Ellie Hawthorne, et puis les planches de Charlie Adlard. J'aime toujours autant la manière dont le surnaturel se manifeste dans cette série. Et puis, les séquences les plus violentes sont quand même toujours aussi gore. Bref, lecture conseillée. Si vous aimez le fantastique horrifique, je pense que ça devrait vous plaire. Damn All, tome 2 est donc sorti chez Delcourt. Format deluxe 19 par 28 cm. L'album fait 176 pages pour 18,50 €. Il n'y a pas à dire, Delcourt, ça reste quand même le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Et puis, dernière précision, la traduction, comme pour le tome précédent, elle est de Laurent Kessy. On en a fini avec mes nouveautés de la semaine. Chez Urban, il y a très bonnes choses qui sont sorties. Les nouveaux tomes des intégrales de Black Science et de Lazarus. Le nouveau Justice Society Chronicles aussi. Mais je me garde ça pour plus tard, parce que sinon, dans les prochaines semaines, j'aurai plus rien à acheter. Donc, on verra ça plus tard. Un mot encore sur la disparition de la semaine, c'est Michael Zulli, qui est mort lundi dernier à 71 ans. Alors, dans la foulée de cette vidéo, je vais en enregistrer une autre qui sera consacrée, et dans laquelle je vais passer en revue quelques-unes de ses œuvres. On parlera de Sandman, on parlera de Puma Blues, la série dans laquelle il a fait ses débuts, et puis aussi ses quelques travaux dans le genre super-héroïque, chez Marvel, mais pas que. Et si tout va bien, la vidéo sera en ligne mardi prochain. Dernier point, et après promis j'arrête, retour sur ce que je disais dans l'émission précédente. Je parlais de l'édition Pulps du Zorro de Sean Murphy, et de mon exemplaire reçu avec 2 méchants peints sur les couvertures avant et arrière. Et depuis un petit échange de mails avec les gens de chez Pulps, envoi de photos des dégâts, et du coup, reçu un nouvel exemplaire en parfait état, dans un carton, mais blindé de chez blindé. De base, leurs colis sont quand même déjà bien solides, même si, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Là, le nouveau colis, je pense qu'il va pouvoir resservir. Si vous avez un môme à envoyer en vacances chez sa mémé, vous le collez dedans. Alors pensez à une petite bouteille d'eau pour qu'il puisse s'hydrater, et puis un paquet de pépitos. Vous la franchissez, et c'est bon, allez, bon voyage. Bref, merci Pulps. Service après-vente vraiment impeccable. Si vous achetez vos comics par correspondance,
Franchement, je recommande. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.